souvent, on me demande tiens, est-ce que tu voudrais pas revenir à ta vie d'avant? Là, maintenant, le seul truc qui pourrait être cool, c'est de rouler à vélo, quoi. Le reste, franchement, je m'en fous, quoi. Enfin, je suis trop bien comme ça maintenant. En fait, il faut voir la vie avec ce qu'elle nous offre. Et je pense qu'au final, cet accident, c'est peut-être une chance parce que ça m'offre plein de possibilités. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de ma série À la force du mental. Pour ce deuxième épisode, j'ai eu la chance de recevoir Louis Toussaint. Louis Toussaint qui est un ancien espoir belge de cyclisme qui, à la suite d'un accident tragique en vélo, est devenu paraplégique. Et il a su se relever d'une manière incroyable pour se lancer dans un tout nouveau sport qui est le para-aviron avec pour objectif actuel de faire de belles choses aux Jeux paralympiques. Alors vous allez découvrir dans cette interview son histoire, comment il en est arrivé là où il est aujourd'hui et surtout ce qui m'a frappé, c'est sa vision de la vie qui est tout simplement incroyable. Franchement, croyez-moi, on n'en croise pas souvent des personnes avec une telle vision de la vie, c'est tellement inspirant et enrichissant. Donc j'espère que vous allez regarder déjà toute l'interview parce que franchement, vous allez apprendre tellement de choses et ça va vous faire réfléchir sur tellement de sujets aussi. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça. La première, ce serait juste de présenter ce que tu fais et ton palmarès un peu. Bah, je m'appelle Louis Toussaint, j'ai 25 ans maintenant. Je fais de l'aviron au niveau paralympique. Donc, on prépare la qualification pour les Jeux paralympiques. Ça fait maintenant seulement 3 ans que je suis à haut niveau dans le sport parce qu'avant, j'ai fait des études parce qu'il faut quand même avoir étudié un peu. Et puis, et puis voilà, j'ai eu un accident de la route quand j'avais 16 ans, en vélo de contre-la-montre. Voilà. Et cet accident m'a laissé paraplégique et donc du coup maintenant je fais du sport pour les handicapés, tout simplement. Ok. Et je voulais savoir, c'était quoi ton rêve du coup étant jeune? Étant jeune, mon seul grand rêve, c'était de pouvoir au moins 1 an rouler en tant que professionnel à vélo, donc être professionnel dans une équipe, de préférence voilà, au niveau World Tour. Mais voilà, on n'aura jamais su si oui ou non j'étais capable de réaliser ce rêve. Après, j'avoue que euh, maintenant que je fais du sport au niveau paralympique, j'ai visité sans doute beaucoup plus de pays que si jamais j'avais été coureur pro. J'ai beaucoup plus voyagé et c'est vrai que c'est pas un rêve qui me rend mal de pas l'avoir réalisé parce que voilà, je fais des trucs aussi cool à côté et voilà, c'est un peu bizarre pour certaines personnes, mais la partie avant mon accident, ça reste des bons souvenirs, mais j'ai pas de regrets ou je suis pas triste de ne pas pouvoir réaliser ce que je voulais ou ce à quoi je pensais avant, quoi. Donc voilà. Ouais. Et du coup, enfin, la première réaction que tu avais lorsque tu as eu ton accident et que tu as appris que tu aurais plus l'utilisation de tes jambes, toi qui justement visais le haut niveau en cyclisme, comment on réagit à ce moment-là? Ça n'a pas été, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, en fait, j'ai pas vraiment eu du mal. Donc, en fait, j'ai eu mon accident un vendredi 13. Donc, du coup, maintenant, je suis un peu superstitieux. C'était en 2012. Et donc, en fait, il n'y avait personne à ce moment-là parce que c'est ce jour-là, c'est l'anniversaire de mariage de mes parents. Et donc, ils étaient en voyage pour fêter ça. Et donc, il y avait juste mon frère. Donc, j'ai même pas vraiment beaucoup de souvenirs de l'accident. Je me souviens de la route quelques centaines de mètres avant. Un souvenir où je vois la route, le ciel bleu. Et puis après, une voix qui me dit que ça va aller. Et puis après, directement aux urgences. Et puis là, de nouveau, enfin, j'ai pas fait de coma, mais j'ai de nouveau plus de souvenirs jusqu'après la première opération qui a eu lieu 4 jours après l'accident. Donc, du coup, j'ai un souvenir uniquement voilà, 4 jours après quand je me réveille. Et là, le médecin vient et en fait, il tourne un petit peu autour du pot pour l'annoncer parce que j'avais que 16 ans à l'époque. Il me dit, bah voilà, on ne sait pas trop pour l'instant ce qu'il en sera et tout. Et donc, moi, en fait, je voulais poser la question. Je lui ai dit, est-ce que je vais marcher, oui ou non? Il m'a dit, bah non. Et donc, j'ai même pas eu une phase de déprime pendant une semaine ou quoi. Tout de suite, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est comme ça, il y a que ça à faire, de toute façon, il faut avancer. Et donc,
Et donc voilà, j'ai continué, enfin j'ai directement repris entre guillemets la kiné pour réapprendre à vivre, pour réapprendre à me débrouiller tout seul, même si la première phase, c'est déjà de cicatriser des, des opérations et pouvoir continuer, enfin reprendre déjà une vie normale, c'est-à-dire simplement être assis, pouvoir aller manger, pouvoir regarder la télé en restant assis et tout ça, puisque quand on passe, voilà, moi j'ai passé 2 semaines à l'IT, fatalement la tension elle est plus là et donc j'ai eu pas mal de problèmes pour déjà rien que me remettre en chaise. Mais c'est vrai que j'ai pas eu de vrais moments de bad. Bien sûr, il y a des jours où ça va pas, comme tout le monde. Hein, et tout le monde se lève un jour en se disant oh, aujourd'hui ça va pas, j'ai pas envie, machin. Mais j'ai pas vraiment eu de gros moments où je suis pas bien. Et c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir d'être en fait dans l'hôpital où mes parents travaillent déjà, donc j'étais un petit peu dans le petit chouchou dans le service. Et puis après, j'étais dans une chambre avec un super voisin de chambre qui est encore un ami maintenant, voilà, qui avait à l'époque 35 ans, 34, 35 ans. Et donc, il était prof en fait dans une école primaire juste à côté de là où moi j'allais à l'école en secondaire. Et donc, beaucoup de mes amis qui venaient me voir l'avaient eu en classe en fait. Et donc, du Ah, coup, sympa. c'était un peu, tu sais, tout le monde ensemble, un peu l'ambiance, Ouais. quoi. Et donc franchement, ça s'est bien passé. Et finalement, maintenant, c'est un peu bizarre, mais c'est un peu une période, je vais pas dire parfaite, mais un peu d'insouciance, quoi. Parce qu'on m'apprend à vivre, mais en même temps, voilà, moi, j'étais plus en cours. J'avais rien d'autre à faire que de simplement bah, réapprendre à bouger tout en rigolant parce que les gens étaient cool. Et donc, bien sûr, il y avait des trucs chiants, un peu plus compliqués à apprendre et tout. Mais, euh, mais voilà, dans l'ensemble, ça reste un bon moment. Et c'est vrai que c'est assez bizarre parce que il y a des gens qui, pour un accident, vont mettre des années à s'en remettre et à se redire, ben voilà, il faut continuer à vivre et tout. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui est tombé. Et tout de suite, je me suis dit, bah, ça va, quoi. Enfin, C'est aussi, fou. j'ai eu la chance, 3 mois après, j'ai fait 3 mois à l'hôpital de Montgodine, puis après, je suis parti dans un centre de revalidation à Bruxelles. Et là, en Mhm. fait, je suis tombé dans une chambre avec un tétraplégique complet. Ouais. Et donc, lui, il ne savait rien faire, il ne savait pas bouger. On le sortait du lit à 9 heures, on le remettait à 5 heures. Et moi, j'étais avec les autres handic paraplégiques. Et on se disait, on va boire un verre, on va manger une frite. Enfin, on bougeait un peu de l'hôpital parce que ce n'était pas un hôpital fermé. Euh, et donc, on n'allait pas loin, mais on savait bouger, on n'allait pas dormir à 5 heures. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, j'ai vraiment de la chance. J'ai vraiment beaucoup de chance parce que pour le même prix, je suis comme lui et je peux vraiment plus rien faire, quoi. Ouais. Et donc je pense que cette personne-là, elle m'a vraiment marqué parce qu'elle m'a fait un peu un électrochoc pour me dire, voilà, rien n'est perdu, quoi. Donc voilà. Franchement, c'est fou quand même de. Enfin, ça a l'air facile comme ça, mais. Enfin, Mais je c'est. pense, moi, c'est un truc aussi que beaucoup de gens ne comprennent pas, ou enfin, beaucoup de gens disent, ah, à ta place, je sais pas comment je ferais si jamais j'arriverais à m'en remettre et tout. Mais si, parce que si jamais tu es à ma place, tu vas te dire, bon, voilà, il me reste plus que mes bras, qu'est-ce que je vais faire? Alors, tu as deux solutions, soit tu fais plus rien et tu pleures, soit tu te dis, écoute, voilà, je peux toujours être préparateur physique, je peux toujours travailler dans un milieu où je peux aider les gens. Enfin, il y a plein de solutions, plein de trucs. Si jamais j'aime le sport, il y a plein de sports adaptés. Donc, il y a vraiment plein de solutions. Et en fait, je pense que quand on est dans la situation et qu'on veut continuer à vivre, tout simplement, euh, on se dit, ouais, ok, voilà, c'est comme ça et on peut passer au-dessus. Et n'importe qui pourrait passer au-dessus simplement en se disant, il faut continuer à vivre. Ouais, mais c'est admirable. Et du coup, tu as commencé. Enfin, tu as continué tes études après. Enfin, tu as commencé tes études du coup. En fait, Et j'étais encore en humanité. ouais. Et donc, j'ai eu mon accident deuxième partie de cinquième humanité en avril. Donc, du coup, j'ai pas passé mes examens de cinquième. Et là, c'est posé la question aussi, normalement, je devais doubler, puisque je passais pas les cours. Et en fait, à mon école, ils ont été hyper compréhensifs. Et ils m'ont fait passer pour que je reste dans la classe avec les gens que je connaissais juste avant mon accident, pour Ouais. que quand je revienne, j'ai pas de problème. Et quand je suis revenu mi-novembre, du coup, j'avais presque 6 mois de cours à reprendre aussi. Et, Ouais.
et j'ai été bien entouré, j'ai été bien aidé par les gens. Et puis, j'ai dû aussi beaucoup travailler pendant cette année-là parce que, principalement en maths où j'étais pas bien doué, j'ai appris genre les intégrales avant les dérivés et tout ça, donc c'était un peu Ouais. compliqué. Mais, au final, j'ai tout réussi en réto. Et donc là, juste après, moi, je faisais du vélo. Et donc, quand j'étais encore à l'hôpital, avant de sortir de l'hôpital, j'avais déjà acheté mon N-Bike, mon vélo adapté. Et donc, je faisais déjà du N-Bike et j'avais déjà recommencé un peu les courses en réto. Et donc, fin de la réto, je ne savais vraiment pas ce que j'allais faire. Et donc, la Ligue Handisport m'a proposé un contrat d'espoir aspirant Ouais. qui est leur premier niveau, juste pour rouler, pour apprendre à progresser. J'avais une petite bourse pour faire un stage à l'étranger, donc je suis parti pendant 2 semaines à Lanzarote avec l'équipe handisport de cyclisme francophone. Et, euh, et voilà, donc pendant un an, j'ai roulé, mais je n'avais pas encore beaucoup la maturité vraiment pour être très très sérieux et pour Ouais. pouvoir vraiment m'entraîner assidûment ou comme je le faisais à vélo. Et donc, c'est là où je me suis dit, bah, tiens, je vais faire des études de communication pour travailler de base à la radio. Parce que quand j'étais à l'hôpital, j'écoutais les émissions de nuit que tout le monde a écoutées. Euh, et donc, je me suis dit, ce serait vraiment trop bien de pouvoir faire ça. Et en plus, à l'époque, je me disais, bah, personne ne verrait que je suis en chaise. Et Ouais. puis, et puis voilà. Et puis au final, j'ai fini mes études et je me suis lancé. Enfin, je me suis lancé dans l'aviron la dernière année de mes études. Euh, et puis voilà, la suite s'est passée comme elle s'est passée, plutôt bien, quoi. Donc, voilà. Ouais. Et du coup, j'allais justement te demander quand tu as commencé l'aviron, enfin le para-aviron et pourquoi. Enfin, comment ça t'est venu à l'esprit? Parce que tu faisais du handbike, du coup, comme tu disais. Ben, en fait, je faisais du handbike et pour la fin de mes études, je voulais un peu marquer le coup, et enfin la fin de mon bac, parce que je ne savais pas encore si j'allais partir en master ou pas. Je voulais marquer le coup et faire un triathlon avec mon frère qui fait du triathlon. Et donc j'avais été à une journée de la Ligue Handisport où je voulais tester la chaise d'athlétisme et me renseigner un peu pour apprendre à mieux nager. Et en fait, là, à cette journée-là, donc là on est octobre ou novembre de ma dernière année, donc de ma troisième en communication. Et, euh, et là, mon père rencontre un ancien collègue à lui, avec qui il a travaillé il y a plus de 10 ans, donc il ne connaissait pas du tout mon histoire, il ne savait pas du tout que j'étais handic et tout, et qui était là pour l'aviron, justement. Et il a dit, enfin, il m'a vu, et puis après, il a dit, oh, bah, je ne savais pas que ton fils avait un handicap et tout ça, mais nous, ici, on essaie de lancer le para-aviron, il devrait venir tester. Et donc, j'ai été une fois pour tester donc, dans un bateau avec 3 autres valides. Puis après, je suis retourné le lendemain parce qu'il y avait une bonne ambiance et parce que voilà, c'était cool. Et puis après, le surlendemain, et puis après, en fait, j'ai passé toutes mes vacances là-bas. Et puis, le gars m'a dit, bah, écoute, dans ce bateau-là, on ne peut rien faire. Maintenant, il faut qu'on t'achète un bateau, donc un skiff, un bateau, une personne adapté à ta catégorie. Donc, juste reviens vers moi et dis-moi quoi. Et donc, j'ai réfléchi quelques jours et en fait, 4-5 jours après, je lui ai dit, bah, ok, j'aimerais bien me lancer et ramer un peu plus. Alors, il m'a dit, bah, ça tombe bien parce que le bateau est déjà commandé, il arrive ce week-end. Donc, donc J'avais déjà euh, pris. ouais, c'est ça. Donc j'étais mis devant le fait accompli et donc depuis, je suis obligé de ramer. Non, non, c'est pas vrai. Mais voilà comment ça s'est passé. Et donc pendant tout l'hiver de ma troisième, j'ai ramé juste le week-end parce que j'étais en côte à Tournai. Donc je pouvais pas ramer. J'ai fait une course. En fait, donc on avait un stage en troisième et on avait 2 semaines de battement de vacances qu'on pouvait prendre quand on voulait pour écrire le mémoire. Et moi, je les ai mis tout à la fin de mon stage parce qu'il y avait une course en Italie, une course internationale où on ne devait pas s'inscrire enfin, c'était pas le pays qui inscrivait. Et donc, du coup, j'ai été là-bas. Et, euh, et là, j'ai fait 10e au total. Je sais pas comment j'ai fait. Et encore maintenant, je sais toujours pas comment j'ai fait. Et donc, en fait, la Fédération internationale d'aviron m'a repéré et m'a invité au championnat du monde la même année, donc 2 mois après, qui avait lieu à Sarasota, en Floride. Et donc voilà, j'ai fait comme ça mes premiers championnats du monde. Et en fait, ça a été hyper vite parce que j'ai été tout de suite propulsé
dans le entre guillemets haut niveau. J'ai pas, j'ai pas fait les courses en Belgique ou quoi. Et Ouais, puis c'était un peu, enfin c'est toujours pas méga répandu. Déjà en tant que valide, l'aviron c'est déjà pas le sport le ouais. plus porteur. Donc avec les personnes avec un handicap, c'est un peu la même. Et donc voilà comment je me suis retrouvé à haut niveau. Et puis là, au championnat du monde en Floride, je finis 13e. Et donc voilà. C'est cool ça. Et comment il est aménagé ton aviron, je suppose? Parce que déjà de base, je trouve que enfin, ça, sur une image, ça a l'air tellement pas stable. Et du coup, tu vois qu'il y a moins d'équilibre. Du coup, comment ça a aménagé tout ça? En fait, pour les valides, c'est pas du tout stable. Ça, c'est Ouais, clair. ouais, En on fait, est moi, d'accord. le bateau est un peu plus large, en fait. Donc, il est plus large. Et alors, des deux côtés, donc là où il y a les dames de nage, donc c'est ce qui fait pivot avec l'aviron, parce que le bateau, en fait, c'est un skiff, et l'aviron, c'est les rames. Et donc, elles sont bloquées dans un pivot, tu vois, qui tourne pour aller chercher l'eau. Et juste en dessous, moi, j'ai des flotteurs à gauche, à droite. C'est une norme qui est obligatoire par la Fédération internationale. Donc, c'est pour éviter les retournements, mais ça arrive encore. Il y en a il y a un concurrent cette année qui est mort dans une journée d'entraînement juste avant le championnat du monde. En fait, il s'est retourné et puis on ne sait pas la suite. Mais voilà, c'est un peu tragique. Mais donc, c'est pour limiter ce genre de risque. Et puis, en fait, il y a un siège qui est fixe et auquel je suis sanglé pour que mon corps ne bouge pas et pour faire le plus possible corps avec le bateau Ouais, pour éviter d'avoir trop de pertes de force et tout ça. Et puis voilà, sinon je rame comme un valide au niveau des bras, sauf que le mouvement à l'aviron, c'est 70% de la force sur les jambes. Et les ouais, bras, en fait, c'est juste là pour accompagner et transmettre la force que tu mets sur les jambes. Donc, en ouais, fait, je rame qu'avec 30% plus ou moins de ce que les autres font. ouais, ça doit être physique. Et donc voilà. Bah, oui, c'est pas un sport très très facile. Maintenant, c'est quand même un effort assez court. Donc, sur le moment même, je dirais que c'est plus dur que le vélo ou que le handbike, peu importe. Mais je dirais vraiment que c'est le même effort qu'un prologue à vélo, quoi. Ou Ouais, que quelqu'un qui va courir un 2 km à fond, quoi. ouais, Ou je un vois. 1500 mètres. En fait, on dit souvent, la norme, c'est de dire que l'effort produit à l'aviron équivaut à l'effort d'un 400 mètres, mais qui est Ouais. répété 7, 8, 9 fois par rapport au temps que tu mets, quoi. Ah ouais. Donc voilà. Tu sais que les 400 mètres, justement, c'est la pire course, justement. Oui, c'est ça, c'est un peu ça le problème, c'est que je pense que c'est vraiment un sport qui est dur, mais c'est vraiment très très beau en vrai, hein. Peut-être Ouais, pas à regarder, parce que tu sais, quand tu regardes et que tu t'y connais pas, tu te dis tous les mouvements sont pareils. Mais en fait, quand tu t'y connais un peu, tu vois à chaque mouvement que tu peux perdre beaucoup de puissance, ouais. perdre beaucoup d'appui. Et en fait, c'est un sport qui est beaucoup plus technique que ce qu'on peut croire quand on regarde simplement à la télé, ou pour les gens qui s'y connaissent pas. Mais voilà. Et tes entraînements, enfin une journée d'entraînement, ça ressemble à quoi? Une journée de type? Alors, pour l'instant, on est sur un rythme soit de 5 entraînements en 3 jours, soit 3 entraînements en 2 jours. Donc voilà, il y a très rarement une journée complète de repos. Pour l'instant, j'évite de trop aller sur l'eau. Donc en gros, tous les matins, je rame sur l'eau. Ça, c'est voilà. Donc voilà, c'est des entraînements qui, moi, me prennent entre 1h15 et 1h30 au matin sur l'eau. Et puis, pendant la grosse saison, pendant l'été, quand il y a les courses qui approchent, c'est la même chose l'après-midi. Donc, on retourne pour 1h15, 1h30 l'après-midi sur l'eau. Mais là, pour l'instant, moi, je fais sur l'eau au matin et l'après-midi, soit je fais muscu. Donc, je vais à la muscu 3 fois semaine dans une salle à Ciné chez Extreme Fitness. Et soit je vais à la muscu, soit je vais rouler en handbike. Parce que depuis fin de la saison dernière où j'ai pas fait un bon été, je me sentais pas à l'aise de ramer autant et donc du coup j'ai décidé entre guillemets en parlant aux entraîneurs et tout ça, que je voulais faire un peu plus de vélo et donc l'après-midi, soit je rame, soit je fais du vélo et voilà. Mais tous les jours je suis sur l'eau, quoi.
Ouais. Mais du coup, en hiver, avec le froid et tout, tu vas quand même t'entraîner sur l'eau et tout? Alors le froid, c'est absolument pas ce qui me dérange, la pluie non plus. Ce qui m'embête le plus pour ramer, c'est les crues, tout simplement. En hiver, Ouais, sur la Meuse, c'est quasi impossible de ramer. Cette année, on n'a pas su ramer pendant plus de 2 mois et demi. On ne pouvait pas ramer sur l'eau à Namur. Donc du coup, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on remplace l'entraînement sur l'eau par un rameur en salle, donc un ergomètre. ouais, Donc là, j'ai un siège qui s'adapte sur l'ergomètre que je fixe. Le problème de l'ergomètre, c'est que quand tu es sur l'eau, le bateau penche un peu à gauche, un peu à droite, et ouais, donc le mouvement dans les épaules n'est pas toujours pareil, sauf que sur l'ergomètre, tu es attaché, et donc c'est tout le temps le même mouvement. Et en fait, je me suis fait une lésion sur le bourrelet glénoïdien ouais, en ramant comme ça sur l'ergot. Donc du coup, j'essaye de pas trop en faire, et donc pour éviter ça, je vais jusqu'au bassin olympique qui est en Belgique, qui est à Malines. Et donc, pendant l'hiver, j'essayais d'y aller au moins 2 fois semaine. Et là, alors, je ramais soit 2 fois, soit une longue sortie de 2h30, 3 heures. ouais, Et puis voilà, j'essaye de remplacer avec du vélo ou bien je fais un peu plus de muscu. Mais ouais, le problème, c'est vraiment en Wallonie, c'est qu'on est un peu désavantagé par rapport à la ouais, Flandre où là, c'est des canaux. Parce que les canaux, il n'y a pas de courant puisque ouais, puisque c'est pas une rivière. Et donc, eux peuvent ramer toute l'année, enfin, tant que c'est pas gelé. Tandis que nous, ici, en Wallonie, il y a que à Senef où c'est un canal. Mais le club de Senef n'est pas très, très développé. Mais à Namur, Liège, c'est là où sont les plus gros clubs. On est un petit peu forcé de regarder, de vérifier le courant avant d'aller ramer. Et puis, si le courant est trop élevé, on doit rester à quai et faire de la machine en salle, quoi. Et est-ce que on sait en vivre du sport paralympique? On sait en vivre du sport paralympique. Bah, quelqu'un comme Joachim Gérard va te dire que oui, et bien, puisqu'il y a des primes en tournoi, il gagne de l'argent et tout ça. Maintenant, moi, quand j'ai été médaillé de bronze en Coupe du Monde, à part avoir reçu la médaille, voilà, ça se limite à ça, quoi. Donc, ce qui se passe, c'est que la Ligue handisport aide vraiment et finance vraiment beaucoup les projets. Et donc, euh, et donc, je dirais que oui, on peut en vivre parce qu'on est dans un pays qui est propice à l'aide pour les personnes handicapées et que la Ligue handisport arrive à vraiment bien dispatcher son argent pour que chacun puisse faire son programme et que Ouais, chacun puisse, voilà, puisse faire les courses au mieux et se préparer au mieux surtout. Maintenant c'est pas en faisant du sport qu'on fera fortune, quoi. Je ouais, pense que c'est un peu la même chose avec Alexandra Tondeur qui est dans un sport pas très très médiatisé. Voilà, elle gagne pas des sommes folles, quoi. Le problème, c'est toujours la même chose, c'est le sponsoring. Et pour avoir du sponsoring, il faut avoir des retombées médiatiques. Et pour avoir des retombées médiatiques, il faut que le sport intéresse. Le sport paralympique n'intéresse déjà pas de base. Donc voilà, c'est un cercle vicieux. Il faudrait que ça devienne un cercle vertueux. Il faudrait que les gens s'y intéressent un peu plus pour que ce soit un peu plus diffusé à la télé. Si jamais c'est un peu plus diffusé à la télé, les gens s'y intéresseraient plus. Donc, qui doit commencer? Comment faire? ouais, C'est un peu compliqué. Après, moi, je ne jette pas la pierre au service public, à l'RTBF, parce que eux diffusent. Donc voilà, ils font au mieux et je pense que c'est compliqué et j'ai pas les chiffres sous les yeux, donc je peux pas savoir s'ils pourraient diffuser plus ou si jamais ça intéresserait plus les gens. En tout cas, ce que je remarque, c'est que voilà, les personnes qui ont un handicap ont aussi un parcours de vie et que malgré tout, les gens s'y intéressent parce que le parcours est généralement très très beau, parce que c'est toujours des parcours euh, de seconde vie, quoi, de réapprendre à revivre et, et, et voilà, il n'y a pas de suite en fait, mais ouais, mais non, en je fait, crois que tu as compris ce que je je suis voulais dire. entièrement d'accord avec ça, ouais. Donc Mais, voilà, mais vas-y, vas-y, vas-y. non, je t'en prie. Mais, du coup, qu'est-ce qui est le plus dur dans la vie d'un athlète paralympique? La nourriture. Pour moi, c'est la nourriture parce que
J'adore m'entraîner. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime vraiment énormément. Parfois, je me dis peut-être que j'aime même plus m'entraîner que de faire les courses. Parce que je me mets beaucoup de pression qui est souvent inutile. Ouais, Comme cette année, c'était la qualification olympique, donc il y avait énormément de rameurs. On était plus de 30 bateaux, donc plus de 30 pays différents, puisqu'il n'y a qu'un seul bateau par pays. Et c'est vrai que je n'ai pas géré parce que je mets beaucoup de pression pour les gens qui s'investissent autour de moi, parce ouais, que beaucoup de gens pensent, enfin, oublient, beaucoup d'athlètes oublient de parler de l'entraîneur et de l'encadrement. Et c'est vrai que moi, même le gars qui va simplement bricoler sur mon bateau pendant 2 heures, je vais me dire, bah, il a passé 2 heures pour moi. Le gars qui va peindre mes pelles aux couleurs noir, jaune, rouge, bah, je vais me dire, bah, le gars, il a passé 3-4 heures à les peindre. Si jamais tu ouais, ramènes super mal après, bah, c'est pas cool pour lui, quoi. Il le fait pour te faire plaisir peut-être, mais tu as quand même envie qu'il ait plus qu'un merci, tu vois. ouais. C'est ça qui est un peu compliqué parce que tu travailles vraiment avec une équipe. Euh, et donc, le plus dur pour moi, c'est la nourriture parce que le reste, c'est quand même que rencontrer des gens, travailler avec des gens, trouver des solutions avec des gens. Et puis voilà, le reste, ça fait une belle histoire, quoi. Que ce soit les personnes, enfin, je trouve que c'est ça le plus beau, c'est que les gens qui sont avec moi sur les champs de course quand ça se passe bien, c'est les mêmes qui sont bah, avec moi sous la drache pendant Ouais, l'hiver, quoi, tu vois. Parce que ben, moi, je sais pas mettre mon bateau tout seul à l'eau, donc tous les matins, il y a quelqu'un qui doit être là. ouais, Bah, parfois, c'est un peu le monde de la débrouille où c'est ma copine ou c'est mon père qui vient m'aider à me mettre à l'eau. Et puis après, bah, j'ai un entraîneur qui vient tout le temps, qui vient limite un jour sur deux. Et puis voilà, enfin, la cellule est vraiment large, quoi. Donc voilà, je me suis un peu perdu, mais tu as compris l'idée, quoi, tu vois. Mais... Et du coup, tu dirais que qu'est-ce que cet accident il t'a apporté dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, déjà, ce que ça m'a apporté, c'est. Tu sais, l'accident, il m'est arrivé à 16 ans. L'adolescence, c'est le pire moment, je pense, parce que tu es paumé. Tu sais pas qui t'es vraiment, tu vois, enfin, tu te connais pas, en fait. Tu vois, si jamais tu as un pote qui va fumer, tu vas peut-être essayer de fumer pour te dire, bon, ok, comme ça, je suis pas tout seul. Donc, moi, je faisais du vélo, ça, j'étais un peu seul à ce niveau-là, mais c'est vrai que l'accident euh, m'a fait prendre ma place dans la société en dehors du sport. C'est-à-dire que dans le sport, moi, tout se passait super, super bien. Voilà, enfin, je ne vais pas dire que j'avais pas de mal en course, mais ça se passait bien. Mais dans la vie de tous les jours, parfois, c'était un peu plus compliqué à trouver sa place. Je pense que c'est un peu la même chose pour tout le monde, sauf Ouais, peut-être pour les gens qui sont hyper populaires euh, en humanité. Mais cet accident, ben voilà, je savais qu'après, j'allais retourner à l'école, j'allais devoir rebouger. Et d'office, tout le monde allait me regarder. Et donc, ça m'a forcé, en fait, à être, entre guillemets, fier de moi ouais, et à savoir qui j'étais, en fait. C'est ça. C'est vraiment, ça m'a permis de trouver ma place dans la société et ça m'a appris à parler aussi. Ça m'a appris à m'ouvrir aux autres et à pouvoir parler parce que même si jamais les gens ne le font pas exprès, quand tu passes dans la rue, d'office on te regarde. Quand je roule en ouais, handbike, bah, j'ai été avec un ami là dernièrement, il me dit mais c'est vraiment incroyable parce que en fait quand tu passes c'est comme une procession quoi. Il y a tout le monde qui se retourne sur toi et c'est la même chose dans la rue. Tu vas avoir les petits enfants qui vont te regarder parce qu'ils n'ont pas l'habitude, les personnes un peu plus âgées qui vont me regarder parce que je suis avec ma copine, alors ils vont dire putain, c'est bizarre, il a quand même une copine, le gars, alors qu'il est handic, alors que c'est normal, quoi. C'est juste la vie. Et en même temps, je me dis que je peux pas en vouloir à tous ces gens, parce que moi, quand j'étais à leur place, je faisais pareil. Je faisais pareil ouais, parce que juste, c'est pas habituel. Alors pourquoi c'est pas habituel? Bah, certains diront bah, c'est parce que c'est compliqué de bouger quand on est handicapé, parce que surtout en chaise roulante, parce que bah, voilà, si jamais on va dans des villes comme Namur ou quoi, tout n'est pas toujours adapté. Et puis ouais, après, en même temps, on ne va pas adapter les choses si jamais les handicapés ne sortent pas. Donc c'est encore une fois, c'est mon voile vert à moitié vide ou à moitié rempli. Quoi. ouais. Donc, euh, donc je pense que vraiment, ça m'a permis de trouver ma place. Et puis, je suis beaucoup plus ouvert avec les gens. Et, euh, et voilà, je pense que c'est vraiment le point positif, que grâce à cet accident, je peux communiquer parce que ça m'a appris et forcé à communiquer.
Ouais. Mais du coup, est-ce que tu vois la vie sous un autre angle après cet accident-là ou pas? Euh, oui, oui, dans le sens où quand même, je pense que euh, je suis un peu moins embêté par les petits problèmes de tous les jours, quoi. Enfin, genre, il y a un truc qui va pas, je pense que ça va me passer plus vite que quelqu'un d'autre parce que je m'en fous, tout simplement. Même si jamais il y a, enfin, même si jamais il y a toujours les grands débats, on a tous des théories, mais je pense que les problèmes passent un petit peu plus facilement. Et puis, j'adore discuter, j'adore connaître les histoires et aider les gens. Et Ouais. c'est vrai qu'avec mon rôle d'handicapé, beaucoup de gens viennent me parler pour me parler de leurs problèmes, justement. Je suis devenu, enfin, j'ai un peu l'impression parfois que je suis un peu le grand frère, tu vois, le bon conseiller, quoi. Et c'est pas plus mal. Moi, j'aime bien aider les gens. Donc voilà, franchement, souvent on me demande, tiens, est-ce que tu voudrais pas revenir à ta vie d'avant? Là, maintenant, le seul truc qui pourrait être cool, c'est de rouler à vélo, quoi. Le reste, franchement, je m'en fous, quoi. Enfin, je suis trop bien comme ça maintenant. C'est cool, ouais. C'est, c'est bizarre, hein, mais avant, j'aurais sans doute pas fait des études, j'aurais pas fait les études que j'ai fait, j'aurais pas découvert les médias et tout ça, qui est un milieu que j'aime bien. Et puis niveau sport, même si j'avais été pro à vélo, j'aurais sans doute pas autant voyagé, pas fait de championnat du monde. Enfin, voilà, c'est pas. En fait, il faut voir la vie avec ce qu'elle nous offre. Et je pense qu'au final, cet accident, c'est peut-être une chance parce que ça m'offre plein de possibilités, ça m'a ouvert plein de portes et ça m'a fait rencontrer plein de gens. Et j'espère que ça continue comme ça. Je touche du bois pour que ça continue comme ça, d'ailleurs, parce que vraiment, c'est trop bien, quoi, ce que je vis pour l'instant. Enfin, ça fait quand même 2 ans maintenant, enfin, ça va faire 3 ans là ici que je vis que pour le sport, quoi. Tous les matins, je me lève pour aller m'entraîner. Et ça, c'est quand même, pour un sportif, je pense que c'est quand même le rêve de tout sportif, de pouvoir se dire, OK, aujourd'hui, c'est quoi le programme? Bah, c'est s'entraîner, comme tous les Claire. jours. C'est trop bien. Et j'aimerais un peu savoir, parce que enfin, je trouve que dans notre société aujourd'hui, on a quand même beaucoup qui osent pas réaliser leurs rêves et leurs objectifs parce que souvent ils ont un peu peur d'échouer, etc. Du coup, ils préfèrent se diriger vers la sécurité. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui ont justement cette peur-là. Bah, c'est compliqué parce que je pense que je fais un peu partie aussi de ces gens-là. Je pense que tout le monde a un peu peur. Moi, d'office, quand on parle d'objectifs, quand on parle voilà, de se qualifier pour les Jeux, par exemple, ça me fait peur de ne pas y arriver parce que ça me fait peur de décevoir l'entourage et puis aussi toutes les personnes qui ont travaillé avec nous. Et puis surtout, le constat d'échec n'est pas quelque chose de facile. Euh, Dans la société en général, celui qui échoue, ben voilà, il n'ose pas toujours le dire et c'est parfois compliqué. Mais c'est vrai que l'important, c'est de tenter parce que si jamais j'avais eu peur, j'aurais jamais vécu tout ce que j'ai vécu non plus. Si jamais je m'étais dit, bah, ma vie, elle est finie, j'aurais rien fait, quoi. Ouais. J'aurais peut-être été en humanité, et puis après, j'aurais arrêté, et j'aurais dit, bah non, c'est pas juste que ce soit moi qui soit en chaise et pas quelqu'un d'autre, alors que l'autre roule sans casque à vélo, fait pas attention, n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où il faut se dire, faut tenter et puis voir que ce soit des projets professionnels, acheter une maison, de l'immobilier, n'importe quoi. Il faut tenter et se dire, bah, c'est le moment. Et puis, on a quand même la chance d'être dans un pays comme la Belgique où c'est un pays où on aide vraiment beaucoup les gens. C'est-à-dire que avant de te retrouver à la rue, il y a quand même beaucoup d'étapes. Et donc, si jamais tu échoues et que quand bien même tu achètes une maison, tu ne sais plus la payer, tu peux toujours trouver une solution avec l'État parce que l'État est quand même vachement là, vachement présent pour aider, je pense. Et donc, euh, et donc voilà, je pense que euh, enfin, on perd entre guillemets rien à essayer, c'est une phrase bateau, hein, mais enfin, je sais plus comment elle tourne exactement, mais en gros, c'est que l'échec fait grandir, c'est vraiment bateau, mais c'est pas faux non plus, Ouais. parce que je pense que moi, c'est un échec d'avoir eu mon accident, parce que c'est aussi un concours de circonstances, mais j'étais aussi pas très attentif, parce que tu sais, quand tu as 16 ans, que tu roules bien un vélo, tu te prends un peu
pour un kéké, tu vois, tu es un peu le roi de la route, quoi, tu vois. Et c'est sûr que, je m'en souviens plus, mais c'est sûr et certain que je devais sûrement pas être hyper attentif au moment où j'ai eu l'accident. Donc, voilà, mais cet échec, entre guillemets, de me sentir trop beau et de ne pas avoir fait attention, m'a fait réaliser tellement de choses par après que c'est positif, quoi. Du coup, Ouais. je ne sais pas trop si je réponds à la question, mais c'est vraiment mon avis de me dire, il y a un moment où il faut y aller, quoi. Il faut y Ouais. aller, et puis combien... Enfin, c'est dur de pas réussir, en fait, hein. C'est ça qui, Ouais. je pense, qui bloque le plus les gens, c'est d'essayer et de pas réussir. C'est peut-être ça aussi qui doit bloquer certaines personnes je sais pas, qui osent pas tenter de se mettre à la muscu ou quoi, parce qu'ils ont peur de ne pas avoir de résultats ou que ça marche pas ou d'essayer de perdre du poids. Mais c'est compliqué, c'est se donner. Et en fait, je pense que c'est ça qui est compliqué pour les gens, c'est de sortir de la zone de confort et de se donner vraiment au maximum, quoi. Ouais. Et du coup, avec tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux gens? Ce que j'aimerais transmettre aux gens, c'est que ce soit un accident, que ce soit une peine de cœur, que ce soit la perte d'un travail ou quoi, c'est encore hyper bateau, mais je vais le dire quand même, c'est qu'il y a toujours moyen de continuer à avancer. Bien sûr, il y aura des moments difficiles, parce que tout le monde en a, et il ne faut surtout pas penser que les autres personnes n'ont aucun moment difficile. C'est pas Ouais. parce que toi, tu as un accident que l'autre à côté n'a pas aussi des problèmes. Peut-être que ton voisin, lui, il va avoir des problèmes familiaux et ça va pas se voir. Mais chacun a ses problèmes, chacun, entre guillemets, porte sa croix. Et donc, il y a personne qui est différent entre. Enfin, c'est hyper compliqué à expliquer. Juste que on peut continuer à avancer parce que tout le monde a des problèmes et que notre vie euh, n'est pas pourrie parce qu'on a un accident, parce qu'on rate quelque chose, parce que il y a toujours quelque chose par la suite. Ouais. C'est un pas super bien expliqué, mais en Si, mais je gros, vois ce que tu veux dire. il y a toujours pire, il y a toujours pire à côté en fait. Et Ouais. on sait pas ce que les autres vivent. Et donc, il Ouais. faut se dire que d'office, il y a quelqu'un qui vit pire que nous. Ouais. Et je Ok. pense que c'est ça, moi. Moi, je pense que c'est vraiment ça qui m'a permis d'avancer. C'est le fait d'avoir vu ce mec complètement paralysé à côté de moi et de me dire, si lui, il peut plus rien faire, moi, il faut au moins que je profite un peu, quoi. Ouais. Et c'est vrai que j'ai aussi, moi, dans tout ça, la chance d'avoir un handicap facile, c'est que je suis juste assis. Donc, ça fait pas peur aux gens, tu vois. Peut-être que ça fait un peu plus peur aux gens d'avoir une jambe en moins, d'être amputé ou quoi. Mais, Ouais. euh, mais je pense que la vraie phrase, c'est qu'il y a toujours pire ailleurs. Ouais. Et du coup, pour finir, la dernière question, c'est quoi tes objectifs futurs? Alors, les objectifs futurs, donc moi, là, je suis suivi donc, par le comité paralympique belge, la Ligue handisport, et par le Bigold. Donc, le Bigold, c'est une bourse qui est donnée aux jeunes sportifs prometteurs pour aller aux Jeux. Moi, ici, l'objectif, donc, c'est Paris. C'est pas Tokyo. Tokyo, ce serait vraiment énorme d'y aller, mais c'est pas encore Ouais. l'objectif. Et donc, en gros, on attend de voir si les catégories sont un peu mal faites à l'aviron. Donc, je dois ramener contre des gens qui savent encore utiliser leurs jambes, qui savent encore marcher et tout ça. Donc, Ah. ici, l'objectif principal, c'est de tenter de se qualifier pour les Jeux. Ensuite, il y aura encore les championnats du monde en septembre prochain, donc septembre 2021. Et puis, ce sera la grande remise en question, mais normalement, c'est repartir pour 4 ans pour aller au jeu et vraiment faire mieux. Mais si jamais on participe à Tokyo, l'idée, c'est de vraiment faire un très bon résultat à Paris. Et puis, voilà. Donc là, ici, l'objectif de cette année, c'est participer. Et puis, dans 4 ans, c'est performer. Ah, mais c'est cool. Ben, j'espère que tu ramèneras une médaille. Ce serait ouf. Ben, merci, merci. C'est sûr que l'année prochaine, non, du coup, mais tout vient à point à celui qui sait attendre. Donc voilà. Très belle phrase. Moi, je suis un petit fan des proverbes, tu vois. Donc voilà, mais non, mais avec plaisir en tout cas. Et j'espère que ça n'a pas été trop décousu
et que tous les gens qui nous écoutent ont pu comprendre quand même le message que j'essaie de passer, parce que c'est assez compliqué en fait de dire les choses comme je les ressens, parce que j'ai l'impression que rien n'est insurmontable. Et en fait, j'ai aussi souvent l'impression que mon handicap, en fait, c'est beaucoup moins dur que quelqu'un qui aurait des problèmes familiaux, qui aurait plus de parents, qui perdrait ses parents ou quoi. Parce que moi, je suis entouré. J'ai plus de gens, mais je suis entouré. Donc, techniquement, ce qui est le mieux, je pense, c'est quand même d'avoir un entourage. Franchement, merci vraiment d'avoir accepté cet appel. Je trouve ça vraiment ta vision et tout. Enfin, on peut se dire, ouais, comme ça, c'est normal, mais quand on voit enfin, c'est pas du tout normal, je trouve. Enfin, c'est beau, quoi. Enfin, c'est pas. Enfin, du coup, c'est Merci inspirant. Moi, beaucoup. Ça me touche beaucoup. C'est toujours un moment où je sais pas trop quoi répondre, parce que moi, c'est ma vie de tous les jours. Donc, c'est vrai que ça me paraît normal. Ça me paraît juste être voilà, ma vie, quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup, et ça me fait plaisir de pouvoir parler de ma vie. Et si jamais il y a au moins une personne qui se dit, bah, on peut continuer à avancer, peu importe quel est son problème, ben voilà, ce sera quand même une personne d'aider. Et ouais. voilà, et si jamais les gens veulent venir me parler pour X raison, il y a aucun problème. Je répondrai avec plaisir. Donc voilà.